Moi, je suis Laetitia Carl, directrice générale France de Greenly. Greenly, on est la plateforme leader du bilan carbone pour les entreprises en version digitalisée. Voilà, je peux passer la parole au suivant pour être rapide. Bonjour et merci. Benjamin Pedrini, moi je suis cofondateur et directeur général d'Epsor. Epsor, on s'est lancé sur le marché de l'épargne des salariés il y a maintenant 5 ans. On accompagne des entreprises et surtout leurs salariés dans ces sujets d'épargne salariale et d'épargne retraite avec une mission. On est devenu entreprise à mission cette année qui est guider et éclairer les salariés dans la gestion de leur épargne. Merci Germain. Moi je suis cofondateur d'Alvo, une marketplace, une plateforme qui simplifie la transmission des TPE-PME, mais je suis surtout le premier salarié de Nickel où j'ai découvert les BSPCE, puis ensuite j'ai rejoint Conto où je suis également un des premiers salariés et j'ai eu des BSPCE et j'en ai distribué aussi en tant que manager. Et également aujourd'hui dans mon entreprise, on distribue aux premiers salariés, on sera amené à en reparler. Voilà. Évidemment. Xavier. Bonjour à tous. Xavier Roussillon, moi je suis un des cofondateurs de Futures. Futures, on a une mission, c'est de rendre vos systèmes d'actionnariat salarié vraiment motivants pour vos collaborateurs et on le fait à travers une plateforme SaaS qui permet à vos employés de venir investir dans votre structure. Et dans l'actionnariat salarié, moi je le connais aussi assez largement parce que j'en ai eu en tant que collab il y a quelques années, j'en ai distribué pas mal en tant qu'exec, puis en tant qu'investisseur et fondateur aussi. Merci à tous les quatre. Je vais me présenter aussi, je suis Marc Sabatier, je suis le CEO et le fondateur de Julius Sterwen, qui est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. On est à peu près 600 personnes et ça me tient beaucoup à cœur en fait d'animer cette table ronde parce qu'on a un peu tout essayé depuis de nombreuses années en matière de dispositifs de partage de la valeur, même des trucs qui n'existent pas. Donc peut-être parfois je donnerai mon avis aussi. Avant de commencer et avant peut-être de rentrer justement dans ces fameux dispositifs concrètement, moi j'avais une question philosophique à poser. On parle évidemment beaucoup de partage de la valeur, on a même envie de légiférer là-dessus de temps en temps. Enfin, c'est un sujet qui est très à la mode au-delà de ce qu'on peut faire opérationnellement chacun dans nos boîtes. Il y a plein d'instruments qui permettent de le faire. Mais d'abord, est-ce que le partage de la valeur, c'est un moyen d'optimiser on va dire la fiscalité ou les rémunérations vues de l'employeur ou vues du salarié, ou bien est-ce que c'est une conviction profonde d'entrepreneur que on ne peut pas envisager d'entrepreneuriat sans partager la valeur avec les collaborateurs? Laetitia, est-ce que tu veux te lancer? Oui, avec plaisir. Moi, je pense qu'en effet, l'impulsion du dirigeant sur ce qui est philosophique pour lui est quelque chose qui pousse ça. Mais je pense qu'il y a aussi une vision business. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les politiques RSE de manière générale, parce que bon, le partage de la valeur, quelque part, c'est une part du S social de l'ESG. Nous, on voit ça chez beaucoup de clients, c'est-à-dire qu'en effet, ceux qui ont des valeurs profondes et qui s'engagent sont en général des précurseurs. Mais ce serait un petit peu naïf de se dire que c'est par bonté de cœur que les gens s'engagent. C'est aussi parce qu'il y a un intérêt business. Et je pense que dans le partage de la valeur, en effet, il y a un vrai intérêt sur la rétention des salariés et puis aussi l'attraction de talents. Merci. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, on le fait certes parce qu'on est convaincu, mais on ne le fait pas que par conviction et pur plaisir de partager. Même si certains, je pense, fondateurs le font, mais on le fait surtout. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'aligner les équipes sur un projet commun, que ce soit la croissance. Généralement, c'est la croissance, mais ça peut être aussi un autre KPI. D'aligner les équipes, que tout le monde ait le même objectif et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et bien sûr, on le fait aussi pour partager et pour une aventure commune, mais c'est pas uniquement une conviction de bonté de cœur qu'on va distribuer. Xavier, Benjamin, vous voulez réagir? Enfin, moi, il me semble que c'est fondamental, au démarrage en tout cas, c'est d'avoir une conviction. C'est-à-dire le faire juste parce que c'est un nice to have et qu'on a dit qu'il fallait le faire, ça ne va pas marcher. Il va falloir l'incarner. Et quand on dit ça, l'important, c'est aussi de venir donner ce schéma stratégique dans lequel on inclut ce plan d'actionnariat salarié. C'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut aller. Ne pas mentir, dire aujourd'hui on est là, des sociétés qui vont venir dans cet objectif-là,
il y a peut-être 10% des structures qui sont aujourd'hui ici, qui visent le même objectif, qui vont y arriver. Donc ne pas faire croire que c'est un ticket de loto où absolument à 100% on va gagner 2 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a ça. Par contre, au niveau business, on ne devient pas riche aujourd'hui en France avec du salaire. Bon, alors on les voit de côté quand on est patron, mais même encore, ce qui gagne, c'est les actions. Donc évidemment, il y a quand même une efficience fiscale dessus, qui aligne ses intérêts, qui montre que si on va ensemble sur ce schéma stratégique, et si on le mène à bien, qui aligne les intérêts pour le mener à bien, et ben grâce à ça, en effet, il y aura des années de salaire qui vont pouvoir être gagnées. Benjamin ? Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et effectivement, moi, à mon niveau, c'est aussi, en tant qu'entrepreneur, une vraie conviction. Après, tu l'as évoqué en préambule dans ta question, on est en train de légiférer là-dessus. On légifère en fait sur le sujet depuis, pour le coup, le général de Gaulle. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on légifère sur le sujet. Et ouais, ça a été plus ou moins en vogue selon les époques, on va dire. Exactement. Et en fait, on n'est sans doute pas sur un sujet de conviction pour tout le monde et pour tous les entrepreneurs. Je pense que depuis quelques années, peut-être beaucoup plus, notamment avec les enjeux de RSE que tu mentionnais, le S de RSE qui est de plus en plus important, et beaucoup de boîtes qui aujourd'hui s'intéressent davantage à ces sujets-là. Mais pendant longtemps, c'était pas forcément la conviction, je pense, de tous les entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de légiférer, faire un peu d'archéologie, parce que c'est notre métier chez nous, l'épargne salariale. Mais l'épargne salariale, en fait, au départ, il y a eu la participation qui a été mise en place justement sous le général de Gaulle. Elle était facultative. Quand elle était facultative, aucune entreprise y allait. Elle est devenue obligatoire à partir de 50 salariés. À partir de ce moment-là, on a des salariés qui ont pu bénéficier de ces mécanismes-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, la législation sur ces sujets d'épargne salariale se renforce parce qu'on a encore aujourd'hui une grosse disparité sur les salariés, entre des salariés de grands groupes qui bénéficient de ces mécanismes-là parce que, justement, il y a des grosses politiques RSE. Et donc, cette conviction, elle est à la fois incarnée potentiellement par une direction, mais elle est aussi finalement un peu obligatoire, dans le sens où si on ne le fait pas, on sera pas vu et il y aura un problème d'image. En revanche, sur des plus petites entreprises, il n'y a aucune obligation. Et donc là-dessus, le législateur intervient pour aider et faire en sorte que ça puisse bénéficier à tout le monde. Alors, justement, Benjamin, ça peut bénéficier à tout le monde. Ces dispositifs-là, alors il y en a beaucoup, et vous êtes là aussi pour en parler, mais ils s'adressent au C-level, ils s'adressent aux managers, ils s'adressent à tout le monde ? Dans les dispositifs de partage de la valeur, il y en a plusieurs. Et effectivement, on a parlé, je pense, et tu évoquais les sujets de s'enrichir via des actions. On peut partager la valeur en partageant son capital, et ça, moi, c'est effectivement une conviction en tant qu'entrepreneur. Dès la création de l'entreprise, on a partagé le capital de l'entreprise dès notre premier salarié, et on continue de le faire. Aujourd'hui, on est plus de 100 salariés, on continue de le faire avec tous nos salariés. Donc on donne accès au capital à tous les salariés, à des niveaux plus ou moins importants, et effectivement sur des C-level, des exécutives. Et évidemment, on va avoir envie de les inciter davantage à faire en sorte que la valeur de l'entreprise augmente. Et après, tu as des mécanismes de partage de la valeur qui sont moins long terme, qui s'ancrent davantage dans du court terme. Et ça, c'est les mécanismes d'intéressement, de participation, où en fait, on va partager la valeur de l'année en cours. On va mettre en place des mécanismes qui vont permettre de dire, si on fait une bonne année, si on fait un bon semestre, dans ce cas-là, on partage quelque chose, et on partage quelque chose qui est sonnant et trébuchant de façon immédiate. Et c'est deux mécanismes différents qui, moi, je le considère, doivent être collectifs dans les deux cas. Ok, Xavier, tu es d'accord ? Juste, je reprends sur le fait d'être riche pour pas qu'on dénature mon idée. C'est aussi le fait d'être riche, c'est aussi permettre des gens d'avoir les poches suffisamment profondes pour être des entrepreneurs de deuxième génération, troisième génération. Et c'est bien dans ce sens-là aussi que je l'entendais. Pour la question de la philosophie acquis, nous, on voit beaucoup de clients, et je crois pas aujourd'hui, on n'a pas, nous en tout cas, trouvé une bonne recette, une recette absolue. Je crois que ça dépend vraiment de ce qu'a envie de faire l'entrepreneur, des moments de son aventure entrepreneuriale,
Et ce qui peut marcher un jour pour la core team du démarrage, parce qu'il y a vraiment besoin de fédérer quelque chose, ne marche pas nécessairement quand on commence à être 25 ou 30, ne marche plus quand on passe à l'échelle à plus de 100. Et évidemment, on n'est pas encore la même chose quand on a des directions de ressources humaines avec un regard social, avec des syndicats qui viennent regarder comment ça se passe dans l'égalité. Donc, et là-dessus, nous, on n'a pas de... Enfin, c'est vraiment l'entrepreneur qui doit décider. Enfin, on fait de l'accompagnement dans la structuration philosophique aussi de comment c'est mis en place. Et vraiment, enfin, nous, on n'a pas en tout cas trouvé de recette magique en disant il faut faire comme ça. Voilà. Germain ? Oui, je veux dire, peut-être pour compléter, ça dépend du type d'entreprise et du step de l'entreprise et de l'equity story. Si on est sur des mécanismes de BSPCE, par exemple, idéalement, tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Ensuite, les BSPCE, c'est lié à des mécanismes d'attribution. Donc ça doit être négocié lors des levées. Donc parfois, les pools de BSPCE vont être réservés qu'aux exécutifs au C-level qui vont avoir un impact extrêmement important sur le succès, le vie ou de mort de la boîte. Et puis plus l'entreprise grossit, plus les pools peuvent être importants et plus là, on peut redistribuer à plus de salariés. Et puis ensuite, quand les entreprises deviennent rentables ou atteignent certains paliers, là on peut débloquer d'autres types de mécanismes, comme on a parlé d'intéressement, participation. Donc je pense qu'en théorie, quand on commence enfin pas en théorie, c'est en pratique, quand on commence à partager cette valeur-là, l'objectif, la finalité, c'est que tous les salariés puissent en bénéficier. Après, ça va crescendo, parce qu'il y a certaines contraintes, à la fois equity et à la fois de mécanismes, en fonction de la taille, les résultats, est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd, et le nombre de salariés. Tu veux réagir, Laetitia ? Oui, beaucoup a déjà été dit. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. En effet, ça dépend des stades. J'ai une question pour toi. Vas-y. Tu as abordé tout à l'heure le sujet de l'attractivité, et puis de la rétention sans doute aussi d'ailleurs. Absolument. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu justement ? Est-ce que le fait de mettre en place ces dispositifs, alors que ce soit BSPCE ou bien des systèmes d'intéressement, de participation, etc., d'épargne salariale donc, permet effectivement de retenir, d'attirer ? Est-ce qu'on sait mesurer ça ? Alors, pour moi, oui, ces mécanismes, ils sont faits pour retenir les employés et les attirer aussi dans un premier temps. Nous, c'est comme ça qu'on utilise nos BSPCE chez Greenly. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui joue beaucoup chez nous en particulier, mais aussi chez beaucoup de gens de notre écosystème. C'est la rétention et l'attractivité d'une entreprise par non seulement le partage de sa valeur, mais aussi de ses valeurs. Nous, il y a beaucoup d'employés qui rejoignent Greenly parce qu'ils veulent être dans une entreprise dans laquelle ils se reconnaissent en termes de mission, en termes de conviction, etc. Et ça, c'est quelque chose, justement, sur la question précédente, qui va concerner tout le monde. Et donc, voilà, donc on parle ici du partage de la valeur, mais c'est vrai que c'est pour la rétention des employés et pour leur bien-être, il y a en effet tout le sujet du partage des valeurs qui est très important, et on voit ça de manière très très concrète chez nos clients. Il y a beaucoup de clients qui se mettent dans une démarche climat, dans une démarche ESG pour leurs employés, parce qu'ils remarquent que c'est ça qui les engage. Donc ça dévie un petit peu du sujet, mais je pense que c'est quand même quelque chose à envisager pour partager. Nous, notre valeur, c'est aussi la valeur, c'est l'impact qu'on a sur le monde, et ça, on le partage avec tous nos employés, et c'est quelque chose qui les motive énormément à contribuer en continu et sur le long terme. Alors, partage de valeur, partage de la valeur. Si je peux pas rebondir, je pense que c'est une fausse croyance de dire qu'on va faire des BSPCE, des mécanismes pour retenir les salariés. Ou en tout cas, si on le fait, c'est pas pour la bonne manière. Si on retient les salariés qui souhaiteraient partir à cause des BSPCE, en termes d'implication, de motivation, il y a quelque chose qui cloche. En revanche, c'est un mécanisme qui est clé pour attirer des talents lorsqu'on ne peut pas forcément les payer, ou en tout cas, c'est un incentive intéressant pour leur donner envie de quitter une situation, un grand groupe. Voilà. Et deuxièmement, c'est le meilleur moyen d'aligner toutes les équipes. Alors, soit on parle des valeurs, effectivement, et dans les valeurs, on peut aussi rejoindre aussi le sens, la mission de l'entreprise, et casser les silos dans les boîtes quand elles grossissent, surtout d'une scale-up. Il peut y avoir, je sais pas, moi je viens de l'univers bancaire, donc le marketing il veut plus de clients, et l'équipe compliance, fraude veut, attention, ces clients-là, ils sont un peu risqués. Voilà. Donc en fait, il peut y avoir vite fait des silos entre n'acquérir pas assez de clients. Et voilà. Le moyen d'aligner tout le monde, c'est la mission d'entreprise, les KPI communs, les OKR, etc. Et donc c'est comme ça qu'on arrive
à faire travailler ensemble des gens qui, on pourrait très bien dire, leur mission ils vont être au frontal, puisque un, il doit fermer des comptes, l'autre doit acquérir des clients. Donc, voilà. Et ça, je prends l'exemple d'une fintech, mais on a ces mêmes silos dans n'importe quelle entreprise. Et le meilleur moyen, c'est d'aligner, alors que ce soit du BSPCE ou après l'intéressement ou autre. Hein. Si l'objectif de l'année d'entreprise, c'est d'atteindre tel niveau de, je sais pas, de notoriété, de chiffre d'affaires, etc. Bon, en fait, tout le monde se met autour d'une table et comme on trouve de manière commune comment on fait pour atteindre ce chiffre. Donc je pense que c'est le meilleur moyen pour finir cette partie, d'aligner les équipes et de les attirer, mais pas de les retenir. Merci. Xavier ? Je crois, enfin, nous, on a fait une étude avec Avisio, qui est un cabinet de recrutement sur est-ce que ça retienne les personnes. Donc, on les chiffre, on en a, alors, c'est pas sur un échantillon de 10 000 personnes, hein, mais qui est quand même suffisamment représentatif. C'est plus de 300 personnes qui nous ont répondu. C'est évident que ça ne retient pas. Alors déjà, si l'objectif du plan, c'est retenir les personnes, c'est une conséquence, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien les valeurs, ce que tu dis, c'est bien pourquoi on le met en place, c'est bien le projet général. Et les chiffres, c'est 4% des collaborateurs sens large considèrent que c'est l'élément décisionnel dans le choix de rejoindre une entreprise ou d'en partir. 4%. Dans 18% des cas, c'est pris en considération dans la décision. Dans tout le reste des cas, c'est même pas valorisé. Aussi parce que les outils dont ils disposent sont potentiellement pas suffisamment valorisés, pas suffisamment connus, on en parlera peut-être après. Tu as dit que c'était un complément de rémunération. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup... Il faut faire très attention, en fait, quand on communique sur ce type de dispositif, pour justement... Enfin, on est payé pour son travail. L'alignement des intérêts, c'est après, c'est le chemin vers cette réussite du projet stratégique, mais on est payé pour son travail. Et il y a beaucoup d'abus qui ont été faits, où en effet, il y avait des offres d'emploi qui disaient tu touches 50 000 euros plus 20 000 euros de BSPCE, ce qui ne veut objectivement absolument rien dire, et qui crée de la confusion dans ce que ça veut dire. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, les 20 000 euros, c'est soit les 20 000 euros à terme, on a l'impression qu'on les a, soit c'est les 20 000 euros qu'il faut décaisser le jour où on doit acheter les actions. On ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, donc cette clarté est absolument essentielle pour, justement, dans les valeurs, hein, de venir embarquer toutes ces forces de travail dans l'exécution de ce projet. On a parlé de partage des valeurs et partage de la valeur, et je pense au sein du partage de la valeur, il faut aussi distinguer différentes choses. Et le volet BSPCE dont tu viens de parler, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et il y a un vrai enjeu de communication aussi et de clarté, on y reviendra. Mais dans les éléments de partage de la valeur, on peut aussi aller sur des sujets qui sont de l'intéressement, qui sont de la participation, et qui là permettent finalement d'être des vrais compléments de salaire, et qui permettent aussi d'aligner les équipes sur des objectifs qui soient trimestriels, qui soient semestriels ou annuels, dans une logique qui est finalement celle de l'entreprise, de l'ensemble de l'entreprise, qui peut être alignée avec les valeurs de l'entreprise, parce que finalement, sur ces mécanismes-là, on peut mettre tout un tas d'indicateurs. On peut avoir des indicateurs complètement extra-financiers et dire on veut que notre entreprise, à la fin de l'année, elle soit à tel niveau sur tel sujet d'engagement sociétal, d'engagement environnemental, et aligner tout le monde dans une même direction, et vraiment partager la valeur, pour le coup, à court terme, pour que ce soit un véritable complément de salaire. Donc ça participe quand même à cette notion à la fois d'alignement des salariés dans la durée et de rétention. Je pense notamment, et ça, des exemples, j'en ai pas mal autour de moi, de salariés qui disent qu'ils ont fait effectivement un switch d'une entreprise à une autre pour un jump de salaire, mais qui n'avaient pas fait attention que finalement dans l'entreprise dans laquelle ils étaient, ils avaient accès à de l'intéressement, et que l'intéressement potentiellement ça leur représentait 1 mois, 2 mois de salaire, avec de l'abondement parfois de l'entreprise en plus, et que de l'autre côté ils n'ont pas ça. Alors certes, le chiffre facialement sur l'offre d'emploi était plus élevé, mais l'ensemble du package n'était pas complètement valorisé. Donc ça a un intérêt aussi dans cette dimension-là. Et juste pour répondre, tu as tout à fait raison, évidemment, et la visibilité, notamment des grands groupes, est très forte là-dessus. Ils mettent des dashboards extrêmement précis pour rappeler ce qu'ils ont en rémunération et tous les avantages à côté.
et avec des classifications, des avantages légaux, entre guillemets, parce qu'on a quand même des personnes qui expliquent comme avantage, ils ont la carte orange remboursée à 50%. Enfin, donc on mélange un petit peu tout parfois dans le panorama, et qui font listing, et c'est très rétentif, parce que quand tu analyses une offre froidement, notamment avec des systèmes d'intéressement participation, en effet, parfois on s'aperçoit qu'en face cash, donc en argent immédiat, la différence, elle n'est pas si évidente que sur l'offre. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu quand on a mis en place des BSPCE ou même de l'épargne salariale. C'est effectivement ce que tu disais, Benjamin. C'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai presque envie de dire que c'est une majorité, en tout cas jusqu'à il y a un certain temps. Alors peut-être que les choses évoluent en termes d'éducation financière, de awareness là-dessus. Mais effectivement, il est arrivé qu'il y ait des gens qui quittent notre boîte et puis 3-4 années après que je leur dise tiens, tu sais, ce que tu as lâché, ça vaut tant, et qui tombent de leur chaise en fait. Et je ne sais pas si vous avez la même appréciation de la chose que moi, mais il y a un sujet d'éducation actionnariale en fait. La participation à l'intéressement, on y arrive à peu près, il y a des relevés de compte. Ça parle, ça. Les relevés de compte, ça, on connaît un peu. Ça. Alors, même s'ils n'arrivent pas au même rythme, on connaît. On sait comment ça marche. Puis il y a des possibilités de débloquer régulièrement quand la consommation se casse la gueule, etc. Donc il y a des solutions. On sait que c'est du vrai argent. Après, les BSPCE ou même les actions gratuites, parfois, ça reste un peu théorique, alors que, comme tu le disais, Xavier, la manière de faire grandir son patrimoine, c'est essentiellement ces dispositifs-là, en réalité. Vous voyez le même comportement ? Alors, Laetitia. pardon. Désolée, j'avais pas vu. Non, moi justement, je vois l'inverse. C'est génial. Et c'est quelque chose, et c'est pour ça que je parle aussi de rétention. C'est peut-être que des cas isolés, mais moi, ce que j'ai vu dans mon entreprise, c'est des gens qui me disaient oui, là, j'aime plus mon travail tel qu'il est. Je voudrais changer au sein de l'entreprise parce que je dois absolument garder mes BSPCE, parce que c'est ça qui va vraiment faire de la valeur. Donc peut-être qu'on est aussi une entreprise plus jeune, donc du coup, il y a plus de valeur à créer. Mais ils croient encore au projet. Donc ils croient encore au projet, et surtout, ils ont l'impression que leur BSPCE va faire d'eux des milliardaires, alors que parfois, je vois les montants et je me dis, oui, c'est un joli bonus qu'il va avoir, mais c'est pas forcément ça qui va changer sa vie quotidienne. Donc, en effet, on a eu besoin de faire beaucoup de communication, et je pense que ça va dans les deux sens, quand ils pensent qu'il y a trop et qu'ils sont déçus, ou quand ils pensent qu'il n'y a pas assez et qu'ils partent. Mais l'éducation autour d'un mécanisme très, très, très complexe, qui est les BSPCE, quand on n'a pas d'éducation financière, elle est primordiale. Et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque vous êtes vous qui êtes dans ce business, vous faites quoi là, pour vos clients là-dessus ? Moi, je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça, une fois qu'on a compris comment ça se débloquait, etc. Mais je pense qu'on manque d'éducation ou de rôle modèle qui témoigne. Donc moi, je peux en témoigner justement, parce que j'étais chez Boursorama au tout début de ma carrière. J'avais de l'intéressement, participation classique, plus abondement, voilà. Donc effectivement, j'avais un relevé de compte tous les trimestres, tous les mois. Je voyais, 2 000 €. Voilà. Je rejoins Compte Nickel et je négocie pas de BSPCE. Et 5 ans après, avec le rachat de BNP, je fais, en fait, en effet, j'aurais mieux fait de négocier le BSPCE que mon salaire. Voilà. Donc, en rejoignant Conto, mon principal élément de négo, c'était les BSPCE. Le salaire, je m'en fichais, entre guillemets. Je vais même baisser, je crois, de salaire. Et mon principal élément de négociation, ça a été les BSPCE. Parce que je croyais au projet, il y a un risque important, ça peut très bien fermer dans 2 mois, mais voilà. Et le reward, in fine, est là. Conto, ça ne se présente plus et le succès est très important. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Avec après une bonne explication, il y avait pas mal de tableaux de bord, maintenant de dashboards. Alors nous, on avait commencé chez Conto par un fichier Excel où on pouvait simuler les valos, mais après, il y a de très bons outils qui font ça maintenant en ligne pour simuler en fonction du nombre de tours, nombre de valos, voilà. Et donc ça, c'est très transparent à la fois pour le recrutement, pour la rétention de salariés. Et voilà, en fait, toi, tu as tant de BSPCE, la boîte vaut tant, voilà. Et donc ça oblige également une certaine transparence du management sur les valos, en tout cas les prochains rounds, en tout cas quelle est l'equity story. J'en reviens à ce terme, je ne sais pas s'il y a un mot en français qui pourrait dire ça, et que l'histoire capitalistique, voilà, de l'entreprise. Quels vont être, en gros, comment vont pouvoir être valorisés les BSPCE ? Est-ce que c'est soumis uniquement à des levées ? Est-ce qu'il y a des tours de ce qu'on appelle du secondaire qui sont organisés par le management pour que les salariés puissent vendre leur part ? Voilà. Donc tout ça offre une visibilité et je pense qu'on a besoin, il y a des exemples, il y a de plus en plus de success stories dans les startups qui prouvent que les BSPCE ont pu rendre des gens
riches, je ne sais pas ce qu'on appelle riches, mais en tout cas ont pu apporter un reward important des salariés qui après réinvestissent, créent des boîtes, etc. Et donc je pense que maintenant on rentre dans une seconde ère où ça va être beaucoup plus facile d'expliquer et d'évangéliser sur ce que sont les BSPCE que ça pouvait l'être il y a 10 ans, effectivement. Ouais, je pense aussi. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Laetitia pour dire que c'est très compliqué. Que le fondamental des connaissances financières des gens à qui on parle, eh ben, il n'est pas très gros. Et qu'en fait, l'explication qui est donnée un jour, elle s'efface très vite. Et les gens, finalement, ils ont l'impression d'être actionnaires, ils ne le sont pas. Quand ils partent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas actionnaires. Ils sont déçus. Parfois, ils pensaient que c'était de la rémunération. Donc, ils sont doublement déçus. Et l'image de la structure, les valeurs de la structure, elles en sont touchées. Enfin, nous, on forme un produit qui est beaucoup plus simple que les BSPCE des collaborateurs. Je peux vous dire un truc, c'est qu'il faut répéter beaucoup, souvent. Et donc, dans la mise en place des plans de BSPCE, évidemment, il faut considérer que ces collaborateurs sont des actionnaires et donc leur reporter pratiquement comme des actionnaires avec de la clairvoyance. Il y a plein de mécanismes qui sont possibles de mettre en place pour s'assurer de la connaissance. Enfin, quelque chose qu'on détient et qu'on ne connaît pas, ça n'a pas de valeur, donc ça ne peut pas avoir d'effet rétentif. Donc s'assurer de la compréhension de dispositifs, notamment du parrainage. Ce que tu dis, Germain, c'est tout à fait vrai, et on le voit dans les études que nous aussi on a menées, c'est-à-dire qu'en fait, il y a différents niveaux de compréhension. Les C-level et les fondateurs, en général, ils comprennent bien comment ça marche. Les collaborateurs, ils comprennent moins bien. Et donc, par contre, ils comprennent à partir du moment où ils ont dénoué un plan. Donc, vraiment, cette éducation, elle est essentielle, encore une fois, hein, clairvoyance, transparence de ce qu'on dit. Tu veux réagir, sinon j'ai une question, hein, mais vas-y. Ouais, je vais juste réagir parce qu'on parle beaucoup de BSPCE, encore une fois. Tu parlais d'actions gratuites. En fait, les BSPCE, c'est des dispositifs qui sont valables, et tu le disais très bien, pour des entreprises qui sont jeunes. C'est possible dans les entreprises de moins de 15 ans. Aujourd'hui, le nombre de salariés en France dans les entreprises de moins de 15 ans, il est quand même pas, c'est pas là où il y a la majorité des salariés. Donc ailleurs, on est plutôt sur des mécanismes d'actions gratuites, de fonds d'actionnariat salariés. Et là, on est sur des logiques qui sont parfois un peu différentes. On a toujours la capacité de partager la valeur au travers de ces mécanismes-là, mais on rentre dans un schéma qui est un peu plus un schéma d'éducation financière aussi. Moi, je le vois au travers justement de l'épargne salariale, puisqu'on donne accès à des fonds d'actionnariat salarié dans certaines entreprises. Les entreprises vont parfois faire le choix de mettre en place des mécanismes incitatifs pour leurs salariés pour qu'ils aillent sur ces fonds-là, en mettant de l'abondement à hauteur de 300% sur ces fonds-là, pour vraiment inciter les salariés à mettre leur épargne personnelle sur ces fonds d'actionnariat salarié qui permettent de partager la valeur. Et là, moi, je me raccroche à un sujet un peu plus de connaissances financières et d'avoir conscience que parfois, c'est bien, mais il faut aussi diversifier un petit peu son allocation d'actifs. Tu vois, tu disais que tu avais eu de l'intéressement chez Boursorama. Boursorama, filiale de Société Générale. Société Générale, je suis ancien salarié de Société Générale. J'ai connu beaucoup d'anciens collègues qui, sur l'action Société Générale, avait investi quand l'action Société Générale était à 110, 115, elle est montée à 180, 190, et puis elle est tombée après à 14. On a vécu l'annonce de Kerviel, les salariés, au-delà d'être pris pour cible en agence, eux, ils avaient une part de leur apport pour leur maison qui était des gens qui ont eu leur retraite complètement plantée parce qu'ils avaient uniquement sur l'action Société Générale, et je parle de Société Générale, mais c'est le cas de beaucoup d'autres entreprises qui ont vu leur valorisation baisser. Donc à partir d'un certain moment, quand on est sur une boîte cotée ou même une boîte non cotée, mais qui n'est plus une boîte avec un potentiel de croissance qui est le potentiel de croissance qu'on peut avoir dans des entreprises où on distribue des BSPCE, le partage de la valeur sous forme actionnariale, il a un intérêt, mais pour autant, il faut être dans une logique aussi d'allocation financière, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et quand on nous demande de mettre sur l'action de l'entreprise, d'y aller, mais de ne pas mettre 100% de son patrimoine sur ce genre de mécanisme. Un peu biaisé, puisque la boîte, des fois, abonde si on met sur l'action et pas ailleurs. Donc les salariés ont tendance à... C'est vrai qu'elle abonde moins souvent le salaire. Ouais, voilà. J'ai remarqué ça aussi. Comment ? Elle abonde moins souvent le salaire. Oui, effectivement, mais surtout l'abondement, parfois, il faut être significatif, à condition
qu'on mette sur les actions d'entreprise. Tout à fait. Je vais revenir là-dessus, je vous partage juste la pratique qu'on a chez nous. On a beaucoup de... Alors on est une boîte qui a plus de 15 ans, donc on a fait des BSPCE, maintenant ils n'existent plus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des actions gratuites, qui ont eu des actions par la voie des actions gratuites, ou qui sont porteurs de droits pendant les 2 ans de... Bon. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'à toutes nos assemblées générales, à partir du moment où on est porteur de droits, on a droit d'y assister. Et nos assemblées générales, c'est un cours, en fait. On explique par le menu comment s'est formé le résultat, pour quelles raisons il s'est passé ci, il s'est passé ça. On leur parle comme à des actionnaires, même les porteurs de droits. Alors, au moment des votes, ils ne lèvent pas la main, évidemment. Mais comme ça, on les emmène, en fait, dans un parcours actionnarial progressif, ce qui, on l'espère, leur permet d'avoir un peu plus de conscience en fait actionnariale. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à la fin, et puis peut-être te donner la parole, Xavier. Tout à l'heure, tu as dit que les dispositifs d'actionnariat salarié, les dispositifs d'épargne salariale, etc., ça se met jamais en place 2 fois de la même manière, de la même façon, dans 2 entreprises différentes. Une fois qu'on a entendu ça, c'est quoi la bonne démarche en fait? Quel conseil vous donneriez là? Il n'y a que des dirigeants d'entreprise qui ne savent pas ce que c'est que l'épargne salariale. Par où on prend le truc en fait? Puisque c'est différent pour tout le monde. Mon constat est que les entrepreneurs sont assez seuls par rapport à ça. Ils sont conseillés pour la tuyauterie par les avocats, qui ont du mal à aller au-delà de ce conseil, parce que c'est vraiment de la philosophie. Ça fait partie, nous, dans notre métier, d'une des lenteurs de souscription. C'est que les gens sont un peu perdus dans la façon de le faire. Donc nous, on essaye de les accompagner. Alors, on essaye d'accompagner par des masterclass qui donnent les bonnes pratiques et qui mettent en jeu un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis on essaie de les accompagner dans leur définition du projet et dans l'identification des meilleurs outils, qui sont plutôt, nous, des outils d'actionnariat salarié, c'est vrai, plus que des outils d'intéressement. Voilà, donc c'est un petit peu de conseils, souvent pas bien rémunérés dessus. Il y a alors j'en reviens au BSPCE, désolé, mais il y a le Galion qui a fait pas mal de term sheets et d'exemples sur c'est quoi les best practices en fonction de série A, série B, sur à qui on l'alloue des BSPCE, combien, comment. Donc il y a pas mal de documentation maintenant qui commence à exister sur aussi pour standardiser les BSPCE. Il y a des années pour débloquer les actions, il y a un délai pour les acheter, mais il y a plein de cas possibles. Donc c'est bien un peu de standardiser pour avoir une market practice. Et ça, maintenant, il y a pas mal de ressources en France disponibles pour ça, basées sur ce qui pouvait se faire aux USA, mais il y a maintenant beaucoup de docs disponibles. On leur dit quoi donc à ces dirigeants d'entreprise? Moi, on vient de faire un promo du Galion, je vais faire un promo d'Epsor, mais je vais leur dire d'appeler Epsor ou d'aller sur notre blog où il y a beaucoup d'articles là-dessus et qui justement permettent de comparer les différents mécanismes qui peuvent exister, que ce soit BSPCE, intéressement, fonds d'actionnariat salarié, etc., etc. Parce qu'en fait, chaque mécanisme répond à un intérêt différent. Donc le vrai sujet, c'est quand on a envie de mettre ça en place, quand on a envie de mettre quelque chose en place, il faut avant tout savoir en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que DRH, si on est déjà une structure un peu plus établie et qu'il y a un DRH, pourquoi je le fais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais faire, et à partir de là, on peut définir ensemble ce qui est plus intéressant de faire, à la fois par rapport aux convictions que vous pouvez avoir sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise, par rapport au montant que vous voulez allouer à vos collaborateurs. Est-ce que vous avez la capacité à leur verser des primes justement sonnantes et trébuchantes ou pas, et dans ce cas-là, peut-être est-ce que vous pouvez ouvrir votre capital, et à partir de ce moment-là, on peut accompagner dans un schéma. Je pense que bien rencontre, c'est de parler à des pairs, pour voir qu'est-ce qu'ils ont choisi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc voilà, que ce soit après différents types de mécanismes. Un tout petit ajout pour dire que ce type de dispositif, c'est la mise en place, mais c'est surtout l'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire que le fonctionnement d'un jour, ce n'est pas le fonctionnement nécessairement de 6 mois, 8 mois après. Donc surtout continuer, ne pas penser que c'est fait. Voilà. Ne pas penser c'est bon, j'en suis débarrassé, c'est mis en place, parce que sinon l'effet s'estompe complètement et finalement on a fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et l'effet sur le collaborateur et sur la perception du collaborateur, c'est vraiment là-dessus où ces je parle de l'accompagnement du collaborateur sont importants, effectivement, parce que
d'un point de vue, on va dire, administratif, côté RH, côté direction financière, peu importe, une fois qu'on a mis les choses en place, ça roule à peu près. Mais cet effort de communication, justement, sur les choix qu'on a fait, sur ce qu'on propose à ses collaborateurs et sur la valorisation de ce qu'on leur propose, il faut le faire effectivement dans la durée et tout au long de l'année. Les choses qu'on identifie qui fonctionnent bien, c'est les collaborateurs qui arrivent après, qu'on paye la mise en place, donc ils ont souvent une asymétrie d'information. C'est d'avoir des systèmes de parrainage, de gens qui sont compétents, à qui ils peuvent poser des questions de pairs, pas nécessairement au RH, qui parfois n'ont pas nécessairement les bonnes réponses, ou ont des enjeux différents, des désalignements d'intérêts, où on ne sait pas, le collaborateur, on se dit qu'il va partir, il pose une question sur un exercice, on lui dit peut-être plutôt l'année prochaine. Et puis, il y a des défiances par rapport à ça. Donc voilà, la transparence et penser que c'est quelque chose qui est dans la durée, dans la relation. Donc, encore une fois, comme les investisseurs, je trouve que c'est une bonne image. Donc c'est individualisé par entreprise et c'est pas éternel. Enfin, en tout cas, ça dépend à chaque fois du stade de développement. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut commencer par s'asseoir avant de mettre en place ce genre de dispositif. Et alors, Laetitia, mettre en place ce genre de dispositif, c'est pas le métier de Greenly. En revanche, vous, quel choix vous avez fait? Comment vous y êtes pris? Comment vous êtes arrivé à ce que vous avez mis en place? Puis d'ailleurs, tu peux le décrire. Oui, alors nous, donc, on n'est pas profitable, donc tout ce qui est intéressement, participation, je ne crois pas que ça s'applique. Voilà. Oui. Et donc non, nous c'est surtout les BSPCE, quoi. En tant que jeune start-up, il y a c'est assez facile, je pense aussi, de voir la valeur que peut prendre une entreprise. On a parlé d'autres types d'entreprises pendant le débat, mais quand on est une start-up, on voit très bien qu'on va grossir, qu'on va passer des rounds de valorisation, potentiellement un jour se faire racheter ou entrer en bourse. Donc l'événement de liquidité est visible et on voit bien la différence de taille entre l'entreprise aujourd'hui et plus tard. Donc les BSPCE, pour nous, c'était le choix de base. L'épargne salariale, on n'y est pas encore. J'avoue que je ne connais pas bien le dispositif, donc on n'a pas du tout réfléchi à ça, mais rapide d'en parler. Et donc nous, c'est les BSPCE. Et après, on a des bonus en fonction des performances qui sont alignés sur les OKR de l'entreprise, mais ça, je pense que ce n'est pas considéré exactement comme du partage de la valeur. Merci. Et alors Benjamin, Xavier, Germain, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous êtes les cordonniers les mieux chaussés, vous devez avoir des trucs de fou, non? Nous, j'espère, je pense qu'on est bien chaussés, mais je vais rebondir et réagir quand même sur ce qui vient d'être dit, parce que justement, souvent, on fait cette erreur-là de dire l'épargne salariale, on peut pas en mettre parce qu'on n'est pas rentable. En fait, dans l'épargne salariale, il y a différents mécanismes, et tu peux mettre en place de l'intéressement, quand bien même tu n'es pas rentable. En fait, l'intéressement, c'est un mécanisme qui va te permettre justement de verser des primes à tes collaborateurs dans un cadre fiscal hyper avantageux pour toi et pour lui, en fonction d'objectifs de boîte que tu vas te fixer. Et tu vois, tu parlais d'OKR, en disant que tu avais des bonus sur les OKR, et typiquement, tu vas te fixer des objectifs de boîte, et tu vas dire, si on atteint ces objectifs-là, alors je vais verser une prime à mes collaborateurs. Et en gros, tu vas sortir 1 000 € des caisses de Greenly et ton salarié il aura 1 000 € dans la poche. Là où tu vas lui donner une prime de 1 000 €, s'il a un taux d'imposition à 30%, une fois qu'on a déduit toutes les charges patronales, les charges salariales, etc., il va en avoir que 300 dans la poche. Donc en fait, l'intéressement, il est hyper intéressant, y compris pour les boîtes qui sont jeunes, qui se lancent, parce que c'est une façon aussi d'optimiser un peu la masse salariale et de permettre de verser un peu plus à ses salariés au travers des primes. Et donc nous, évidemment, c'est ce qu'on fait. Donc, on en a mis chez nous dès l'arrivée du premier salarié, parce qu'en fait, on peut mettre en place de l'épargne salariale dès qu'on a un salarié. Donc, dès le premier salarié, on a mis de l'intéressement en place. On a mis des BSPCE aussi en place. Même pour le dirigeant, non? L'intéressement, même pour le dirigeant. Après, ça, c'est une philosophie, nous, d'entreprise avec mon associé. On a fait le choix de s'exclure du mécanisme d'intéressement pour reverser plus à nos salariés. Et donc, du coup, on ne touche pas l'intéressement. Mais dans les entreprises de moins de 250 salariés, le dirigeant, les mandataires sociaux peuvent avoir accès aux primes d'intéressement. Et donc, nous, on a mis intéressement, on a mis abondement, on a mis plan d'épargne, on a mis de la retraite supplémentaire aussi, qui est moins un mécanisme de partage de la valeur, mais qui fait partie de ce package un petit peu d'accompagnement des salariés, et des BSPCE. On en parlait, moi je le disais tout à l'heure, c'est une conviction, et donc dès le début, dès la création de l'entreprise, on a donné accès au capital aux salariés.
à tous les salariés. On continue de le faire aujourd'hui sur toutes les embauches. On donne accès au BSPCE à toutes nos nouvelles recrues. Et c'est un mécanisme qu'on utilise parfois en fidélisation aussi, où des salariés qui sont déjà là depuis plusieurs années, on va leur faire des nouvelles attributions en fidélisation. Alors Germain, fais-nous rêver avec ce que vous avez mis en place chez Alvo. Nous, c'est assez simple, c'est des BSPCE, donc, comme Greenly. Pour l'instant, on a encore peu de salariés, donc tous en ont. Après, je ne sais pas si on arrivera à maintenir ce rythme avec les prochains recrutements. L'objectif, c'est de pouvoir partager au maximum de personnes. Donc peut-être qu'on fera un mix. On est 6 salariés pour l'instant, donc on est vraiment tout petit type. Peut-être qu'on fera un mix BSPCE, intéressement, comme tu dis. Il ne faut pas hésiter, voilà. On sera ravis de vous accompagner. Je ferai appel à toi. Voilà. Bon, nous, on n'a pas mis de BSPCE en place parce qu'on a construit un dispositif qui est une alternative. Donc, on a mangé notre propre nourriture, on a mis des futurs en place. Donc, un futur, c'est un système qui est plus financier que les BSPCE, qui permet aux collaborateurs d'investir dans la structure. Et la mode d'attribution que nous, on a, enfin, qui nous paraissait le plus juste, c'est pour 1 euro de salaire versé, on a la première année 1 euro de valeur de futures, donc en droit d'acquisition, sur la réalisation du schéma stratégique sur lequel on a monté le plan. Puis la deuxième année, on n'a plus 1 pour 1, on a, pour 1 euro de salaire, on a 1,1 euro. Et comme ça, donc, on a la fidélité qui fonctionne. Et puis comme c'est un outil qui est très souple, qui est une plateforme SaaS, on a des systèmes de bolus, donc c'est des petites, sortes de petites poches qui, en fonction de l'alignement des intérêts, donc c'est toujours de la motivation intrinsèque des collaborateurs, eh bien on vient accompagner des choses où on pense qu'il n'y a pas à payer pour ça, on ne veut pas les rémunérer pour ça. Par contre, ils travaillent dans l'esprit de cet alignement d'intérêts, vision long terme de l'entreprise, et donc ils viennent continuer à pouvoir investir et participer donc à la création de valeur qui contribuent par leurs actions du quotidien à créer. Bah, vous avez été exceptionnel. Est-ce que vous avez, on a quelques minutes si vous avez dans la salle des questions à poser à nos super invités. Ils ont été si clairs que ça. C'est le moment, hein, vous avez du conseil gratuit pour monter vos dispositifs. C'est bien de le dire. Les boîtes immatures ? Plus matures. La question s'adresse à moi, du coup, c'est ça? Sur les mécanismes justement de type BSPCE, alors sur les mécanismes de partage de la valeur de type intéressement participation, c'est assez facile quand les gens partent, parce que de toute façon c'est lié à ton contrat. Donc tu es présent sur une année, tu es présent en 2023, ton contrat se termine en 2023, il y avait une prime rattachée à 2023, tu en bénéficies. Donc ça c'est assez on va dire classique. Sur la partie des BSPCE, là chaque boîte, je pense, a sa philosophie. Tu as des boîtes qui te donnent, qui vont racheter à tous leurs salariés qui partent pour justement. Il y en a qui le font. Après, c'est pour ça que je dis il y a des philosophies différentes. Nous, on leur permet d'exercer. Ils deviennent actionnaires avec du coup derrière des droits de vote. Évidemment, on est ravis de revoir nos salariés en assemblée générale une fois qu'ils sont devenus actionnaires. Mais on ne donne pas de liquidité au moment du départ de l'entreprise. Et on donne de la liquidité s'il y a événement de liquidité sur le capital de la société, mais pas au moment du départ de l'entreprise. Oui, il peut y avoir des règles de good ou bad leaver qui peuvent s'appliquer. Quand on quitte une entreprise et qu'on a des BSPCE, on a normalement un délai pour les exercer, donc c'est-à-dire pour les acheter et là devenir actionnaire. Et c'est à ce moment-là que ces règles peuvent s'appliquer. Dans ce cas-là, l'entreprise peut choisir de racheter les parts. Et si on est bad leaver, il peut y avoir une décote qui peut s'appliquer. Voilà. Ça s'applique généralement au tout début et quand ça va être, je sais pas, des C-level qui ont moi j'avais des clauses spécifiques si je partais parce que j'avais une partie importante de BSPCE. Quand on est après un salarié qui a des parts moins importantes, il n'y a plus trop de notion de good, bad leaver parce qu'en fait la plus-value potentielle elle n'est pas life changer. Donc tout ça dépend vraiment des pratiques des boîtes. Ce qu'il faut vérifier, c'est le délai d'exercice des BSPCE et ses clauses good ou bad leaver. Voilà.
Ouais, donc nous, on n'a pas de clause dans nos BSPCE. Donc, quand quelqu'un part, il doit soit exercer, soit abandonner. Donc, on a eu quelques personnes qui nous ont demandé d'étendre le délai ou de garder leur droit d'exercice pour une durée indéterminée. Et nous, justement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que on utilise ça comme un mécanisme de rétention, même si je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Mais pour nous, voilà, on est avec l'aventure, on a les résultats, on n'y est plus, on les a plus. Donc après, ils peuvent racheter leur BSPCE. Comme on est encore un peu jeune en termes de temps, ceux qui sont partis, c'est forcément ceux qui étaient dans les premiers employés, donc ils avaient beaucoup de BSPCE et donc ils ne pouvaient pas sortir les liquidités. Là aussi, il y a un gros sujet d'éducation. Il y en a qui se sont demandé s'ils n'allaient pas s'endetter pour acheter les actions. Là-dessus, on leur a dit de prendre des conseils financiers parce qu'il faut comprendre que c'est un investissement dans une seule entreprise. On parlait de diversification du risque tout à l'heure. Voilà, on est une start-up, c'est risqué. Mais oui, pour nous, quand quelqu'un part, c'est fini. Peut-être une réponse par rapport à ça. Ce que tu as dit, c'est qu'en effet, il y a parfois des minoritaires au capital. Nous, c'est une des raisons de Futures, c'est qu'on pense que les minoritaires au capital, c'est pas une bonne chose, notamment les salariés, parce que les personnes d'hier ne sont pas nécessairement les personnes de demain, et le capital, c'est quand même le cœur de l'entreprise. Donc voilà, on interpose quelque chose pour justement pas avoir de minoritaire. Merci. D'autres questions ? Là, sinon, on va clore ce débat. Je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toute l'assistance aussi. Et puis, je crois que c'est la dernière table ronde de la soirée. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous.